à tous, un nouvel épisode de notre série Et demain l'Europe. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les appels au renforcement de la défense européenne commune se multiplient. Les candidats aux élections européennes s'accordent sur la nécessité de soutenir les Ukrainiens. Ils divergent sur l'ampleur de ce soutien, sur ses modalités, sur l'opportunité de confier à l'Union européenne de plus larges compétences en matière de défense. Voilà, nous avons la chance d'être avec Madame Claude-France Arnoux, conseillère du président de l'IFRI, diplomate, ancienne ambassadeur de France en Belgique, ancienne directrice exécutive de l'Agence européenne de défense. Et puis, beaucoup de candidats parlent de défense européenne, mais qu'est-ce que recouvre ce concept? C'est ce que l'on voudrait savoir, et je me tourne vers Madame Claude-France Arnoux. Bonjour, Madame Claude-France Arnoux. Merci d'être notre invitée. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la défense européenne? Quand on en parle, tout le monde ne met pas la même chose dans ce concept. C'est pas juste l'addition des effectifs militaires de chaque pays. Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce concept de défense européenne aujourd'hui? Et vous avez tout à fait raison. Il est vrai qu'il a été souvent assez peu clair quand on parle de défense européenne. En fait, ce que ça doit vouloir dire, c'est que les Européens mobilisent les moyens qui sont à leur disposition à tous les niveaux pour renforcer leur capacité de défense et leur défense opérationnelle. Donc, les moyens qui sont à leur disposition dans le cadre de l'Union européenne, c'est à la fois les moyens nationaux, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, on parle d'émergence progressive de politique européenne de défense, mais l'essentiel des moyens, ce sont les moyens des États. Il n'y a pas d'armée européenne, pas plus qu'il n'y a d'armée de l'OTAN. Donc, ce sont des moyens, que ce soit les hommes ou que ce soit les armements, ce sont ceux des États. Et donc, de voir comment, ensemble, on peut mieux les développer pour revenir sur des décennies où nous avons désarmé. Et comme vous l'avez rappelé, la situation actuelle montre à quel point il était tout à fait aberrant, en fait, d'avoir désarmé pendant ces dernières décennies. Donc réarmer, mais réarmer avec le maximum d'efficacité possible pour pouvoir agir ensemble. Donc la défense européenne, c'est ça, c'est d'utiliser les moyens de l'Union européenne. Traditionnellement, on s'est beaucoup reposé sur l'Alliance Atlantique, sur l'OTAN, qui devait assurer la défense principale, avec notamment au centre de l'effort et au centre de la construction et de la structure même de l'OTAN, les États-Unis. Alors, la France fait partie des rares puissances nucléaires dans le monde. Hein. J'ai lu qu'elle disposerait de 290 ogives nucléaires, une quantité bien inférieure à celle des États-Unis et de la Russie. La France est également la seule parmi les 27 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, dans cette défense européenne, elle doit jouer un rôle clé. Est-ce que c'est votre analyse ? Oui, elle doit jouer un rôle tout à fait important, un rôle moteur. À mon avis, pas seul. Je pense que il est toujours important de se dire qu'il faut le faire avec l'Allemagne. Et du coup, ça remet à sa place, d'une certaine manière, cette spécificité nucléaire. Donc, il est vrai que la France est le seul État aujourd'hui, après le départ du Royaume-Uni, le seul État de l'Union européenne à être doté de son arme nucléaire indépendante. Beaucoup d'autres États membres, parce qu'ils sont membres de l'OTAN, bénéficient de la protection nucléaire dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais c'est surtout, c'est en tout cas beaucoup plus clairement en matière conventionnelle que la France peut jouer un rôle moteur. Ça ne veut pas dire qu'elle doit s'afficher comme le leader de la défense européenne. Je crois que ça, c'est vraiment important de montrer que dès le départ et la motivation même, c'est vraiment de faire ensemble et donc avec des pays très importants et qui vont augmenter leur effort comme l'Allemagne, comme la Pologne, mais aussi avec des États plus petits, mais qui jouent un rôle très important dans l'accumulation des capacités de défense européenne. Alors, c'est vrai qu'en mars 2022, les États membres ont adopté leur boussole stratégique, livre blanc visant à définir les grandes orientations de la sécurité et de la défense européenne jusqu'en 2030. Donc, il y a la volonté d'être plus proactif. Ça, c'est bien répandu quand même, cette attitude en Europe? Oui, alors, il y a la volonté d'être proactif. Moi,
je suis peut-être un peu hérétique. Je crois que cette volonté, elle se manifeste pas tellement par des textes comme des boussoles ou des. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on fait et les capacités qu'on a de faire. Alors déjà, il faut rappeler que quand on dit que l'Union européenne ne fait rien, dans le passé, elle a quand même mené des opérations militaires et qui n'étaient pas des opérations si simples. Ça a été au Congo, ça a été au Tchad, ça a été la lutte contre la piraterie et elle ne les a pas ratées pour parler de manière crue. C'est-à-dire que ces opérations, elles ont eu lieu. La France a joué un rôle moteur, d'où la pertinence de votre question tout à l'heure. Et puis après 2008, il y a eu une espèce de lassitude sur ce type d'opération ou des doutes, et donc on s'y est pris autrement. Mais donc, l'Union européenne a déjà montré sa capacité à mener des opérations. Maintenant, évidemment, on se trouve face à des scénarios d'opération qui sont beaucoup plus exigeants. Et donc là, ce que l'Union européenne peut faire, c'est de monter tout de suite, c'est de monter en puissance dans ses capacités militaires. Pour ça, elle a des moyens. Elle a des moyens, comme on dit à Bruxelles, de nature intergouvernementale, comme l'Agence européenne de défense que vous avez citée et que j'ai pilotée de 2011 à 2015. Cette agence, elle est faite pour réunir les États membres, notamment les ministres de la Défense et leurs états-majors et leurs directions d'armement, pour, en coopération, développer les armements qui sont considérés comme prioritaires. Et puis, il y a un fait nouveau qui est important, qui est que du côté des moyens communautaires, donc la Commission, avec l'accord qui a été donné par le Conseil et par le Parlement, peut mettre en plus en appui à la fois des crédits sur le budget communautaire, et puis au-delà même des crédits, de favoriser par ses politiques, et notamment sa politique de recherche et sa politique de marché intérieur, l'émergence d'un vrai d'une part, un marché intérieur européen de l'armement et donc de capacités communes des Européens en termes d'armement. Et quand on parle armement, c'est pas que l'équipement, c'est aussi l'entraînement, ce que les Français appellent le maintien en condition opérationnelle. Donc, tout ce qui va avec le fait de pouvoir développer des capacités. Alors l'OTAN, vous l'avez évoqué, fête ses 75 ans. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, va quitter son poste après plus de 10 ans à la tête de l'Alliance Atlantique. C'est vrai que c'est important, l'OTAN. Hein, on dit qu'ils sont garants un petit peu ils jouent un rôle déterminant dans la protection des Européens. Mark Rutte, semble-t-il, Premier ministre des Pays-Bas, serait en pole position pour lui succéder. La France, quelle est sa position dans ce mercato des postes européens? Ça peut jouer favorablement pour la défense européenne et pour la France? Moi, j'ai connu 4 ou 5 secrétaires généraux successifs de l'OTAN. Ça ne change pas grand-chose. C'est vaut mieux avoir quelqu'un de compétent et d'européen, parce que je crois le profil de Mark Rutte. Le président, d'ailleurs, n'était pas membre de l'Union européenne. Il est norvégien. Donc, c'est d'avoir quelqu'un qui a la volonté d'une coopération et d'une complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne. Je pense que c'est un bon point et c'est certainement le cas de Mark Rutte. Au-delà, la grande question pour l'OTAN, qui a été complètement revitalisée, vous vous rappelez les propos du président de la République il y a quelque temps, aujourd'hui, l'OTAN a repris sa vitalité à cause de l'agression russe en Ukraine. Mais en même temps, si j'ose dire, il reste un doute terrible que les États-Unis font planer, c'est celui de leur désengagement. Or, l'OTAN, il est fondé sur la protection américaine. Le président Macron a déclaré la mort cérébrale de l'OTAN en 2019. Hein, il déplorait le manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe. Et en fait, elle est quand même pas mal revigorée depuis, avec notamment la Finlande, la Suède qui l'ont rejoint. Hein, il y a une revitalisation de l'OTAN, n'est-ce pas ? Alors, elle est revitalisée d'abord par le fait qu'on revient à un scénario de guerre en Europe et à un scénario de guerre
de puissance à puissance, alors que depuis des décennies, il y avait des opérations militaires, mais qui étaient asymétriques. Donc là, on se retrouve en fait dans une situation géostratégique qui a légitimé l'OTAN et qui a fait la force de l'OTAN pendant toute la guerre froide. Donc oui, elle retrouve sa vitalité. Oui, elle s'étend à deux pays évidemment très importants stratégiquement que sont la Finlande et la Suède. Maintenant, elle a en même temps, si vous vous rappelez l'article 5 de l'OTAN, qui prévoit que les alliés interviennent, mais ils ont le choix des moyens, c'est-à-dire que l'article 5 ne prescrit pas absolument l'utilisation de l'engagement, ne prescrit pas absolument l'engagement militaire, à la différence de l'article 42.7 dans l'Union européenne, qui est dans le traité de Lisbonne et qui prévoit que si un État membre est attaqué, les autres États membres doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition. Donc il est évident que les moyens militaires font partie de tous ces moyens à leur disposition, ce qui fait qu'il y a une obligation d'intervention militaire. Et ce qui plane sur l'OTAN au moment même où l'organisation est revitalisée, c'est cette menace de désengagement des États-Unis, menace qui n'a pas lieu de surprendre parce que depuis Obama, les Américains ont dit qu'ils voulaient aller pivoter vers l'Est, et donc que la préoccupation dans le Pacifique et vis-à-vis de la Chine, elle est très présente depuis longtemps. Il y a évidemment un langage beaucoup plus radical de la part du candidat Trump, et une grande incertitude sur ce qu'il ferait s'il est élu président. Mais de toute façon, il y avait quand même il y a une tendance lourde des Américains à considérer que les Européens doivent être capables d'être eux-mêmes leur propre sécurité. Comment peuvent évoluer les institutions européennes? Et petite question, est-ce que de nommer ou non un commissaire à la défense à part entière, ça ferait de l'Union européenne un acteur sérieux dans le domaine de la défense? Je ne sais pas si c'est possible, si les conditions sont réunies aujourd'hui. Alors, je vous donne un avis personnel qui n'est pas la position officielle. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'expression formelle sur ce point. Moi, je ne pense que ça ne changerait rien et c'est amusant votre expression à part entière. Un commissaire défense, il ne serait pas à part entière. La défense, c'est beaucoup plus que le marché intérieur ou que l'industrie. Un commissaire de la défense, même si la Commission accroît ses compétences, elle l'a fait sous la direction de Madame von der Leyen et l'impulsion de Thierry Breton, elle pourra traiter des aspects industriels. C'est pas un commissaire à la défense qui prendra la tête d'une opération militaire. Donc, moi, je trouve que c'est une expression qui peut avoir sa valeur politique parce qu'elle montre la volonté d'agir de manière plus déterminée. Mais je ne pense pas que ça impressionne beaucoup un adversaire s'il se dit qu'il a un commissaire face à lui comme général en chef. Donc, ce que peut faire la Commission, après on l'appelle comme on veut, ce serait peut-être plus intelligent de l'appeler défense et espace, parce qu'il y a d'autres politiques souveraines qui relèvent d'ailleurs de la sécurité et des mêmes moyens, des mêmes instruments. Ça serait, à mon avis, plus réaliste de l'appeler, encore une fois, défense et espace ou défense et autonomie stratégique. Enfin, parce que de la défense, c'est aussi quand même de mettre en œuvre les armes qu'on a, c'est aussi combattre. Et là, il faut un chef d'état-major et il faut une supervision politique. Et ça ne peut pas être la Commission. Très bien. Merci beaucoup, Madame Claude-France Arnoult. Il faut rappeler qu'historiquement, la défense n'est pas tout à fait intégrée au projet européen tel qu'il était conçu dans les années 50, mais les tensions internationales ont replacé les enjeux de défense et de sécurité au cœur des préoccupations des Européens. L'agression russe en Ukraine, notamment, a réveillé les vieux démons de la guerre en Europe. Donc, merci infiniment d'avoir bien voulu revenir sur cette défense européenne, sur ces sujets stratégiques à 4 jours des élections européennes. Et oui, il faut voter, il faut réfléchir à ces questions fondamentales. Et nous avions la chance d'avoir pour invité Madame Claude-France Arnoult, conseillère du président de l'IFRI pour les affaires européennes notamment, diplomate, ancienne ambassadeur de France en Belgique et ancienne directrice exécutive de l'Agence européenne de défense. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée sur TV Finance.